invité Isabelle Desfontaines, qui est directrice développement durable au groupe ERAM, Camille Greco, qui est secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire et cofondatrice des Crashon, et Florence Touzérieux, qui est titulaire de la chaire Impact Positif et à Audencia Sciences Com. Et Panchika, avec plaisir pour que tu restes avec nous. Merci Panchika pour ton intervention. Donc on a bien vu que les passeports produits peuvent être un outil de communication avec le consommateur. Tu l'as bien expliqué et bien précisé. Maintenant, reste à comprendre aussi, une fois que ces consommateurs ont cette information, voilà, comment on fait vraiment, comment on encourage les passages dès la sensibilisation à l'action, c'est-à-dire au changement des comportements pour consommer autrement, pour faire des choix éclairés, dans un contexte où on sait que l'information, bien sûr, est un élément clé, mais on a aussi d'autres éléments à prendre en compte dans un contexte d'inflation et où on parle beaucoup des pouvoirs d'achat. Donc, Florence, est-ce que du coup, vous pouvez nous donner quelques pistes pour comprendre les comportements des consommateurs et surtout comment on l'encourage à passer à l'action? Merci Valentina, bonjour à tous. Bravo encore Panchika pour ton travail qui est tellement nécessaire et je pense qu'il va être utile à chacun d'entre vous. Alors c'est une grande mission que me demande Valentina d'essayer de vous expliquer le comportement du consommateur ce matin. Si on avait quelques jours, peut-être que ce serait plus facile. Et encore, on n'y arriverait sans doute pas, parce qu'il y a un principe de réalité. On parle tous du consommateur. En fait, le consommateur n'existe pas, bien entendu. Il y a des grandes tendances, bien sûr. Il y a des profils, il y a des personas. Vous connaissez tous tout ça. Mais on voit aussi qu'il y a plein de bémols et plein de diversité dans les comportements. Donc, moi, je suis enseignante-chercheuse. Je pilote également une chaire à Audencia École de Management sur la transition des business models qui s'appelle la chaire Impact Positif, dont le groupe ERAM est partenaire depuis 10 ans. Et nous travaillons sur l'observation de la transition des modèles économiques, pas uniquement dans la mode, mais aussi dans la mode, et bien sûr sur l'évolution des comportements de consommation. Et ça nous amène à pouvoir constater maintenant sur du temps un petit peu long qu'il y a des grandes tendances qui sont plutôt positives et enthousiasmantes, qui viennent d'être confirmées par une étude Ipsos qui nous dit qu'aujourd'hui, un Français sur deux a intégré la consommation responsable, que cette consommation n'est plus considérée comme punitive. Donc c'est un vrai progrès. Et pour autant, on le sait tous, et depuis ce matin, les paradoxes ont aussi été mentionnés sur le succès de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Donc on a une grande tendance de fond et dont on peut espérer qu'elle s'ancre dorénavant dans les comportements et dans les usages sur notamment l'acceptation de la seconde main, par exemple, qui est véritablement entrée dans les foyers et qui touche toutes les générations. Et ça aussi, c'est intéressant. Mais il y a encore des tas de défis à relever parce que la consommation, c'est compliqué. C'est un construit social, c'est une norme sociale. Et en l'occurrence, la consommation de mode en est vraiment le résultat. Ça fait 100 ans qu'on nous apprend qu'on sera plus heureux si on consomme plus et moins cher. Et ça nous a amené à la situation qu'on connaît. Donc aujourd'hui, les marques font énormément d'efforts, sont en train de transformer leur business. C'est vraiment ici qu'on peut aussi le constater. Mais en face, le consommateur ou les consommateurs sont encore eux-mêmes complètement dans des paradoxes personnels. Globalement, la prise de conscience est faite. Pour autant, appliquée au quotidien, de manière constante, ces nouvelles injonctions, c'est compliqué. Donc tant qu'on n'aura pas fait un travail de fond sur l'évolution des imaginaires de consommation, on risque de rester dans cette envie de quantité permanente et de renouvellement permanent. Merci Florence. Et au niveau de la Fédération de la mode circulaire, vous avez quand même commencé à travailler sur des pistes pour des solutions à mettre en œuvre pour cette sensibilisation. Vous avez écrit les programmes de la mode circulaire avec une nouvelle édition qui vient d'être présentée il y a quelques semaines. Et là, vous avez identifié des actions concrètes qu'on peut mettre en œuvre
Et surtout, dès les plus jeunes âges, c'est vrai que, comme Florence l'explique, les consommateurs, c'est des profils tellement différents, il y a des différences des modes de consommation en fonction de l'âge. Est-ce qu'on habite en ville, est-ce qu'on habite plutôt en zone rurale? Les comportements n'est pas les mêmes. Donc, si on commence à travailler avec les consommateurs dès les lycées, par exemple, ça peut être une opportunité intéressante de sensibiliser les gens publics. Complètement, très bon résumé. Nous, on ne connaît pas aussi bien les consommateurs que Florence, mais effectivement, on dit qu'il y a 2 piliers qui permettent de faire évoluer les imaginaires, les mentalités. Ça passe par l'éducation dans un premier temps. Peut-être je reviens au tout début de la Fédération de la mode circulaire. En fait, on est une fédération qui rassemble toutes les entreprises qui travaillent de près ou de loin dans la circularité, qui veulent changer leur mode de production. Et on a notamment ce livre blanc que l'on sort tous les ans, qui s'appelle le Programme commun pour la mode circulaire. Et là, on rassemble nos plus de 200 entreprises adhérentes autour d'une table et on leur demande quelles sont leurs problématiques concrètes pour aller vers plus de circularité, soit chez les consommateurs, soit dans les producteurs, etc. etc. Donc il y a plein de sujets de toute façon dans la circularité, c'est très complexe. Et effectivement, on sort ce livre blanc qui rassemble plus de 15 mesures qui sont des préconisations pour aider au développement de l'industrie de la mode circulaire dans son ensemble, sous 3 piliers. Le pilier consommation et sensibilisation, le pilier fiscalité et marché, et le pilier recyclage et fin de vie du produit. Donc sur la partie consommation et sensibilisation, effectivement, le gros volet, la plus grosse mesure que l'on préconise aujourd'hui, c'est vraiment aller dans les collèges, lycées, écoles, et pouvoir sensibiliser les plus jeunes d'entre nous, enfin dès le plus jeune âge, à l'impact de la consommation, de leur future consommation et de leur consommation textile. Aujourd'hui, je pense que vous avez déjà tous vu cette étude qui est parue récemment, qui dit que les consommations, enfin la marque Shein, les achats de la marque Shein représentent à elle seule 22% de l'impact environnemental des jeunes adolescentes françaises. À côté, ces mêmes adolescentes et adolescents vont aller démarcher pour la terre et elles sont sensibilisées, ils sont sensibilisés. Mais pourtant, il y a un biais d'information qui fait qu'ils vont quand même aller acheter chez des marques de fast fashion, chez des marques qui produisent moins bien ou qui ne sont pas encore passées à l'étape d'une production plus durable et plus circulaire. Donc il y a vraiment beaucoup de biais, que ce soit des biais économiques, des biais d'information, qu'il faut aller régler. Et c'est en passant par l'éducation et en passant par des outils pédagogiques qui seront créés pour tous les âges qu'on va arriver à instiller une petite graine et à changer les mentalités. Arrêter de penser que le recyclé c'est moins sexy, que le vintage c'est pour les vieux et que ça pue. Et je pense que c'est important que voilà, on puisse dès le début, dès le plus jeune âge, comprendre que consommer durable, ça peut être aussi sexy que consommer de fast fashion et aussi tendance. Ça, c'est le premier volet, ça passe par l'éducation. On veut travailler notamment main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, on travaille avec la PEP aussi pour aller voir les parents d'élèves et voir un peu comment on pourrait instiller et sensibiliser les parents d'élèves. Et le deuxième volet dans la sensibilisation aussi, qui est plus large, ça serait s'inspirer de l'industrie de la nourriture, de l'agroalimentaire, qui, sur toutes ces pubs, ajoute un petit mot obligatoire qui dit manger 5 fruits et légumes par jour. Ce serait un peu la même chose pour l'industrie textile, avec une petite phrase qui dirait avant de me jeter, pensez à me réparer, ou jetez-moi dans une benne textile. Voilà, quelque chose tout simple, mais qui reste et qui permet de montrer que notre consommation a un impact et que nos choix ont un impact. Voilà. Merci Camille. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'on a quand même l'opportunité de contribuer à notre petite échelle. On a des lycéens qui sont dans les publics. J'espère qu'à la fin de la journée, on aura réveillé au moins éveillé la curiosité et que vous allez être des ambassadeurs auprès de vos collègues de classe, de vos amis, de vos parents. On est tous concernés par la question. Et, donc on a bien parlé du consommateur, la question a été abordée, mais ce n'est pas juste de faire focus que les consommateurs, c'est un sujet qui est très complexe où toutes les parties prenantes ont leur rôle à jouer. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Isabelle avec nous pour aborder la question aussi des côtés des marques. Et toi Isabelle, tu as la responsabilité d'être directrice du développement durable. Et par contre, la circularité, ça ne peut pas rester cloisonné à un service RSE ou développement durable. On doit embarquer tous les collaborateurs en entreprise. À l'ère de la mode omnicanal aussi, on a des communications différentes, des sensibilisations différentes à faire si on va acheter en ligne ou si on va acheter en boutique. Vous, côté Groupe Eram, je sais que vous êtes très actifs sur les sujets et vous avez mené une action concrète, par exemple, pour sensibiliser vos vendeurs en boutique.
Et ça peut être des pistes concrètes pour vraiment importer toute l'équipe dans la circularité. Oui, tout à fait. Merci, Valentina. Alors, c'est vrai que le sujet du consommateur et de l'information et de la mobilisation des équipes, c'est un sujet clé chez nous. Mais avant ça, il est nécessaire de transformer son entreprise et d'avoir une stratégie de transformation pour donner du sens et pour fixer un cap. Vous ne pouvez pas engager et mobiliser des collaborateurs s'ils ne comprennent pas leur raison de faire ces choses-là et de changer leur métier. Donc là, c'est un gros sujet. Et effectivement, ça va au-delà du développement durable, puisque ça incarne vraiment la culture de l'entreprise, le management, la stratégie, les savoir-faire immatériels. On a encore la chance d'avoir aussi des usines de chaussures. Donc quand depuis une centaine d'années, vous fabriquez des chaussures, là, il faut apprendre à les démanteler, à les réparer ou à les reconditionner. Donc c'est pas obligatoirement simple. Et effectivement, ça peut avoir des notions de réparation, de réemploi, c'est bas de gamme, c'est pas valorisant pour les équipes. Donc on a construit vraiment une stratégie globale qu'on a appelée Change for Good, et on embarque ici vraiment toutes les équipes. Donc c'est beaucoup de pédagogie en interne. Il faut expliquer pourquoi il faut changer. On sait que nos business models, comme ils sont comme ils sont faits, si on continue demain, on le voit bien. Hein, encore hier soir, on annonçait voilà, donc comme une Jennifer qui dépose aussi son bilan, enfin un redressement judiciaire. Donc on a besoin de repenser nos business models et de travailler différemment. Donc ça a été déjà très important. Ça fait plus de 10 ans qu'on essaye voilà, de mettre en place des solutions. Et maintenant, tous nos collaborateurs connaissent le projet d'entreprise, savent comment y contribuer, puisqu'on a fixé un cap de devenir aussi une entreprise reconnue pour ses performances responsables, avec un objectif à 2030 de réduire notre empreinte carbone de 30%. Donc dans la circularité, effectivement, la première chose qu'on a faite, déjà on a mesuré notre empreinte carbone, on a réalisé notre bilan carbone en 2020 pour savoir où est-ce qu'étaient les enjeux significatifs. Et on se rend compte que c'était la matière et la fabrication, les lieux de fabrication. Donc on a créé avec les équipes R&D un socle commun à l'offre responsable, et on a déterminé ce qu'était un produit éco-conçu chez Groupéram en s'aidant de l'ADEME, de Refashion, des éco-organismes, et on a défini un socle commun de l'offre responsable. On a travaillé sur des outils d'aide à la décision pour embarquer nos chefs de produits. Un chef de produit d'hier n'est pas du tout le même chef de produit aujourd'hui. Hein. Donc même dans les RH et dans le recrutement, dans les missions d'un chef de produit, c'est pas que faire un produit désirable. Hein. Maintenant, il faut qu'il soit aussi durable, réparable, etc. Donc on a mis en place des outils d'aide à la décision pour les accompagner, puisque aujourd'hui, voilà, mais moi, mon produit, je ne peux pas acheter du beau produit, enfin je ne peux pas faire que ça, quoi. On voit bien hein, sur le passeport numérique produit, aujourd'hui pour faire une analyse de cycle de vie d'un produit, une ACV, c'est 200 données. Il faut aller chercher jusqu'à la consommation énergétique de l'usine où on fabrique notre paire de chaussures ou notre textile. Donc c'est vraiment des changements de paradigme et des changements de travail qui vraiment, il faut ça, l'entreprise, et ça c'est une clé de la réussite, de bien comprendre ça. Et donc une fois que les équipes du siège sont bien embarquées, nous derrière, nos premiers ambassadeurs, c'est des équipes magasins. Et effectivement, c'est eux qui créeront la préférence par rapport à nos clients, puisqu'il faut aussi qu'ils connaissent les sujets. Donc il y a tout un travail derrière de vulgarisation, de pédagogie aussi. Et on a développé aussi un socle commun avec les éléments de langage. Donc on a questionné tous nos clients, on a questionné tous nos magasins. Quelles sont les réponses qui sont les questions qui sont le plus souvent posées. Vous dites que votre produit il était éco-conçu alors qu'il est fabriqué en Bangladesh. Vous dites que ce produit il est made in France alors qu'il est coupé, piqué en Inde. Oui, voilà, donc oui, c'est possible. Et on apporte tous ces éléments de langage. On instruit aussi, on donne les informations à nos équipes, on les forme, on fait des road trips, ce qu'on appelle. Donc tous les ans, on va dans les régions, on rencontre les directeurs de magasins et on les accompagne sur ces sujets. Et nos services clients aussi. Donc ça, il faut vraiment structurer la démarche, vraiment bien la suivre et l'accompagner. Vous êtes obligé d'avoir une feuille de route pour tenir aussi ces objectifs et donner cette raison de faire à ses collaborateurs. Ça, c'est super important. Et aujourd'hui, nous sommes ravis, donc ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est engagé sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est convaincu de la capacité de l'ensemble de nos collaborateurs. Et tous nos collaborateurs connaissent le projet d'entreprise et savent comment y contribuer. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi des pistes à explorer du côté de la stratégie marketing de marque. Donc Florence a beaucoup travaillé sur la notion de marketing applicatif qui peut être aussi une réponse possible pour les entreprises. Oui, c'est vrai que la discipline de marketing et de communication est souvent pointée du doigt sur les questions de consommation, à juste titre d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai justement un peu travaillé, en tout cas questionné mes disciplines d'origine pour voir de quelle manière elles pouvaient être
plus vertueuse. Et en fait, en déconstruisant les concepts de marketing et de communication, on se rend compte que d'abord, ce sont des disciplines très jeunes et que les grandes compétences des marketeurs, c'est savoir écouter, savoir adapter, savoir influencer. Et avec ces qualités-là, on peut faire des grandes choses. Donc l'idée du marketing implicatif, c'est justement d'être un support à des offres soutenables, d'une part, et d'autre part, et ça rejoint aussi le travail de Panchika, c'est vraiment de travailler en filière complète et non plus en silo. Donc c'est vraiment une approche transversale. Donc je pense que le savoir-faire marketing et la communication peuvent accompagner une transformation d'entreprise en étant en ayant un rôle de médiateur dans l'entreprise, de fédérateur, d'accompagnement au changement, puisque les enjeux ils sont là. Donc en n'étant pas simplement un bout de chaîne commerciale, mais très en amont dans la stratégie pour impliquer l'ensemble des parties prenantes à une transformation globale. Et puis, donc ça nécessite très certainement de la réorganisation des entreprises, ça c'est clair, enfin, vous le vivez, je pense, au quotidien. Et puis ça a un autre enjeu aussi de mon point de vue, c'est de reparler et de replacer la question du prix au cœur des sujets, et que le marketing n'est pas là pour faire que du premier prix, sinon il n'a pas beaucoup il n'a aucun intérêt en fait. Des bons acheteurs feraient le job. En revanche, un bon marketing doit être en capacité de créer de la valeur, donc de justifier des coûts, donc de réussir à justifier des prix peut-être un peu supérieurs pour pouvoir respecter l'ensemble des acteurs de la filière et en faire la pédagogie auprès des consommateurs. Merci Florence. La question du marketing et du passeport numérique, par exemple, sont aussi des questions qui nous font penser à un acteur qu'on n'a pas pour l'instant évoqué, c'est les pouvoirs publics, et comment ces pratiques, elles doivent quand même être encadrées par un certain cadre juridique pour ne pas faire du marketing n'importe comment, pour communiquer de façon transparente et dans la légalité, et ne pas confondre les consommateurs avec des messages qui ne sont pas clairs, qui nous font croire que parce que les packaging est vert, c'est forcément éco-conçu. Et tout cela, quand même, l'État a son rôle à jouer pour mettre tout ça en place et faire respecter ses engagements. Là, au niveau de la Fédération de la mode circulaire, Camille, c'est que vous avez travaillé sur ces cadres réglementaires et comment on devrait encourager et surtout éviter les pratiques commerciales douteuses vis-à-vis des consommateurs. Oui, c'est une grosse question, le cadre réglementaire. Peut-être pour faire une petite photographie du cadre réglementaire qui permet notamment à l'industrie de la mode circulaire de se développer, ça va vraiment sur tout le cycle de vie du produit, donc depuis l'éco-conception, la distribution et le recyclage à la fin de vie, pour inciter les marques à éco-concevoir. Déjà, il faut savoir qu'on est dans une filière REP, je pense que vous le savez tous, donc c'est responsabilité élargie du producteur. Ça veut dire que les marques qui mettent en marché, elles payent une éco-contribution en fonction de la quantité et de la durabilité du produit qu'elles mettent. Alors, pardon, c'était pas très clair, mais en gros, elles payent en fonction de la quantité qu'elles mettent en marché. Et ensuite, il va y avoir des éco-modulations qui vont permettre de donner en fait des bonus aux marques qui produisent mieux, notamment en termes de matière. Alors, il y a 3 piliers: matière recyclée ajoutée dans le produit, durabilité physique du produit, et le 3e pilier, c'est les labels. Donc, il y a des éco-modulations qui existent aujourd'hui. Nous, avec le programme commun, notamment dans le sens du bonus, nous, avec le programme commun de la mode circulaire, on incite à aller vers aussi un malus, c'est-à-dire donner plus d'éco-contributions aux marques qui produiraient ou mettraient en marché des produits qui sont moins bien conçus ou en plus grande quantité. Donc ça, c'est un peu le cadre réglementaire qui existe sur la partie éco-conception. Sur la partie distribution, j'en parlerai moins bien que Panchita, mais c'est tout ce qui est affichage environnemental, passeport produit et information du consommateur. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et il y a tout à faire, comme tu l'as montré. C'est vraiment maintenant qu'il faut arriver à montrer, à soulever notre voix et aussi à avoir vraiment un retour terrain. Comme le disait Jérémy tout à l'heure, c'est hyper important maintenant de montrer que c'est applicable et comment on fait pour arriver à avoir toutes ces données. Parce que c'est complexe, mais en même temps, ça va aussi changer complètement la vision du consommateur vis-à-vis du produit. Et voilà, pour pouvoir tout simplement stopper les biais d'information qu'on a vis-à-vis des produits et des packaging verts, etc.
Et puis enfin, la dernière partie, c'est vraiment accompagner la fiscalité des entreprises aussi, pouvoir inciter, alors il y a deux pans. Dans la fiscalité des entreprises, c'est vraiment inciter les consommateurs à consommer mieux, notamment grâce à une TVA circulaire. Alors vous en avez peut-être entendu parler. La TVA circulaire, c'est une TVA réduite à 5,5. Donc ça rendrait les prix des produits durables et circulaires plus compétitifs par rapport aux prix notamment d'autres produits de fast fashion. Ça remettrait un peu les balances justes et faire en sorte que finalement le consommateur soit incité à consommer plus durablement parce que économiquement aussi c'est viable pour lui. Et le deuxième pan, c'est plus inciter les entreprises à prendre des risques, à innover dans le secteur de la circularité et de la durabilité, parce que ça a un coût, c'est du temps, c'est des tests. Aujourd'hui, personne n'a la recette miracle à la durabilité, et donc il faut faire en sorte que les entreprises puissent être incitées aussi financièrement à prendre ces risques. Et on parle notamment du crédit d'impôt circulaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, c'est faire en sorte que le crédit d'impôt, c'est basé sur le crédit d'impôt recherche, et faire en sorte que les innovations vers plus de circularité et vers plus de durabilité soient aidées financièrement, tout simplement. Alors, moi, pour partager sur l'interne, effectivement, c'est très vaste, il y a énormément de sujets. Et l'économie circulaire, effectivement, c'est une fin en soi. On aimerait tous que nos produits, qu'on utilise, que la mode soit circulaire et qu'on n'utilise plus de ressources naturelles. Néanmoins, dans une entreprise comme la nôtre, alors peut-être qu'on est un paquebot, on est 5500 collaborateurs, on a 9 marques, donc il faut aussi travailler avec les marques en fonction déjà, de leur identité de marque, de la taille, et puis consolider toutes ces données, évidemment, pour rendre compte que ce soit sur prochainement la CSRD ou les passeports numériques. Mais en tous les cas, ces sujets-là sont très vastes et il faut les prendre. Il ne faut pas tous les prendre en même temps, parce que c'est des sujets un peu d'experts que les gens ne connaissent pas obligatoirement, et du coup, vous avez vite fait de les perdre. Nous, on a décidé de prendre déjà le sujet de l'éco-conception. On ne peut pas faire de la mode circulaire si déjà on n'éco-conçoit pas nos produits et si on ne connaît pas la matière de nos produits. C'est important de maîtriser sa matière, d'adapter aussi, de pouvoir identifier l'empreinte CO2 de ces matières avant d'attaquer l'économie circulaire. Et puis après, on a développé des communautés, on a des groupes de travail. Je vois Gauthier en face de moi, notre responsable R&D, où on bosse là aussi sur des sujets beaucoup plus éclaireurs. La Charbali, effectivement, tu disais tout à l'heure, c'est des sujets de filière. Il faut qu'on travaille tous ensemble, qu'on bosse tous ensemble pour avancer. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'une entreprise, elle doit être rentable. Et donc il ne faut pas non plus opposer écologie-économie. Il faut qu'on travaille sur nos performances responsables. Donc voilà, ça c'est important aussi de prendre sujet par sujet et d'avancer et de se donner des jalons intermédiaires avant l'objectif final de 2030 pour ne pas faire peur non plus et embarquer tout le monde. Very important, juste pour compléter, c'est que ces cadres réglementaires, c'est important de les construire en dialogue avec les marques, de ne pas vous mettre devant le fait accompli, voilà, à partir de 2025, vous devez faire comme ça, et d'être à l'écoute de vos besoins, de quoi vous avez besoin pour arriver jusque-là, et de vraiment être dans ces dialogues permanents entre marques d'un côté, consommateurs, collaborateurs, État, pour qu'on puisse tous trouver des solutions. Et ça nous permet, nous, d'anticiper. On s'entend, voilà, on échange assez bien avec Refashion, avec les éco-organismes, que ce soit voilà, là, sur les projets, les fonds de réparation, le fonds de réemploi ou voilà, ces éco-contributions. Mais effectivement, il faut aussi, nous, marques, qu'on soit dans l'anticipation pour préparer les équipes, puisque c'est un temps long. Quand vous achetez les produits, là, on est en train d'acheter 2024. Donc, voilà, pour les mises en place, notamment des lois JAC, il y a toujours un temps de mise en place. Mais en tous les cas, oui, c'est pouvoir anticiper et pas être dans la contrainte. Notre état d'esprit, on n'avance pas dans la contrainte. Il faut vraiment que là-dessus, ce soit de façon positive et optimiste, en tous les cas, avec les équipes aussi. Et c'est exactement ça, faire en sorte que ce ne soit pas une utopie, que ce soit vraiment que ça parte du terrain et qu'ensuite ça puisse créer un cadre qui prône. Et ces dialogues et cette anticipation permet aussi de démocratiser la soutenabilité de toutes les entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas la même taille, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas la même agilité. Un grand groupe ne peut pas réagir de la même façon qu'une start-up. Donc l'effet de savoir à quoi s'attendre et vers quoi on va, ça permet aussi de rendre ça accessible à toutes les marques, peu importe la taille, les secteurs, les moyens. Là, il nous reste un petit temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans les publics, des commentaires, des désaccords? Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une petite question pour Madame Desfontaines.
Vous dites qu'aujourd'hui, vous équipez vos responsables produits en outils leur permettant de tenir compte des impacts CO2 des produits qu'ils font. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de tenir compte aussi des impacts sociaux, des impacts sur l'eau, par exemple, qui est un gros sujet d'actualité et qu'on sait que l'industrie textile est très consommatrice d'eau. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller plus loin que le CO2 ? Alors, on va plus loin que le CO2. Aujourd'hui, donc 2020-2021, on a créé donc des outils en interne. Alors là aussi, hein, dans les métiers qu'intègrent les entreprises, on intègre aussi des nouveaux métiers, hein, maintenant, des ingénieurs environnement, des ingénieurs aussi sur les risques des entreprises. Et donc ces ingénieurs, on a développé des calculettes environnementales. Alors pareil, on a pris le CO2 parce que voilà, on a voulu se mettre il y a 3 ans, hein, si on se remet dans le contexte il y a 3 ans, donc on a dit on prend le CO2. Par contre, dans nos calculs, on tient compte de 3 critères, hein, on tient compte de l'eutrophisation de l'eau et des ressources non renouvelables. Mais en tous les cas, on communique déjà avec nos collaborateurs et nos consommateurs sur le CO2. L'eau, on en prend en compte, mais on le prend en compte de manière cachée. Et là, maintenant, on va prendre en compte l'eau, la biodiversité. Il a fallu 2 ans voilà, pour bien intégrer ces calculs auprès de nos équipes. Donc, ils ont des grilles de critères voilà, sur un nombre de points. On leur dit que le produit est éco-conçu, etc. Et les calculs derrière prennent en compte le CO2 sans transfert d'impact sur l'eau, notamment. Mais voilà, et demain, on va communiquer sur l'eau et sur la biodiversité. Donc, c'est vraiment étape par étape, quoi. Une fois que les équipes maîtrisent le CO2 et ils ont compris le fonctionnement, hop, on va passer sur d'autres sujets. C'est pour ça qu'on a ces équipes éclaireurs un peu qui bossent. Bonjour, Margot Cardetti de l'agence de design Outercraft. Moi, je me posais une question par rapport notamment à ton introduction, Panchita, où tu disais, est-ce que finalement, quand vous achetez un vêtement, vous regardez par exemple les compositions ou les lieux de fabrication, etc. Et finalement, est-ce que si on rajoute derrière des informations encore sur l'étiquette, le consommateur va vraiment aller chercher ces infos alors qu'il ne va pas déjà chercher la composition? Et à la manière de Camille, toi, ce que tu évoquais sur la partie alimentation, ce qu'on voit aujourd'hui dans les pubs, on voit qu'aujourd'hui, des fois, il y a des Nutri-Score, ça permet de créer de la lisibilité, peut-être de mettre plus facilement de l'information accessible pour le consommateur, de faciliter, sans que ce système soit parfait, mais de faciliter son choix. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur comment, en fait, au lieu de rajouter plus d'infos, faire en sorte d'améliorer aussi l'accessibilité à la lisibilité de ces infos, à la compréhension très rapide. Quand on a le vêtement en main, on le prend presque à côté du prix et un explicatif, quoi. On va dire que là, il y a un développement d'un genre de pendant du Nutri-Score, je pèse mes mots, sur l'affichage environnemental avec une note de A à E qui devrait exister, mais là, on parle uniquement de l'impact environnemental. À l'origine, dans la loi, il devait aussi y avoir l'impact social. Bon, ça, c'est un peu passé à la trappe pour l'instant. Et donc ce système de score, c'est très intéressant, mais après, il faut aussi... c'est une simplification des indicateurs. Déjà, le Nutri-Score, beaucoup de gens qui le contestent parce que ça ne va pas prendre en compte, par exemple, la taille des portions. Il va pas y avoir de bonus si les produits sont bio. Il y a aussi des choses spécifiques qui ne pourraient pas être quantifiées. Donc là, aujourd'hui, on n'a malheureusement pas d'indicateurs, de notes, de scores pour ça, mais peut-être on pourrait développer des indicateurs pour notamment la circularité des produits. Est-ce que ce produit est bien noté parce que je sais qu'à la fin de sa vie utile, je peux correctement le recycler, ou est-ce que je sais que ce produit, il peut être porté par une personne tant de fois, au contraire d'aujourd'hui où la fast fashion va être étudiée pour être portée, je crois, 40 fois. Et ça, c'est juste un vêtement normal va être porté 40 fois. Et ça, personne ne remet en cause ça. Bon. Peut-être il pourrait y avoir des indicateurs. Après, il y a une nécessaire pédagogie à faire au niveau des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur accro au shopping qui va aller tous les samedis au centre commercial et qui tous les soirs va regarder sur Shein, sur son téléphone, sur toutes les plateformes, ou sur TikTok, qui va se renseigner sur quelle est la dernière tendance.
en fait, cette surconsommation, elle est engendrée aussi par les médias sociaux. Et peut-être que ces médias sociaux, ils pourraient aussi informer sur des trucs positifs. Voilà, donc c'est aussi toute une transformation de toute l'industrie de la mode et de la communication qui doit être faite. Mais il va y avoir certainement des réformes, notamment sur les étiquettes, ou par exemple les consignes d'entretien aujourd'hui, où personne n'a jamais rien compris à ces consignes d'entretien. Et la moitié des gens coupent l'étiquette de toute façon, donc à la fin, on ne sait plus comment on doit laver. Et bon, il y a une nécessaire réforme et qui devrait être faite ces prochaines années. Donc on espère que ça va être un peu plus visible. Mais pardon. Moi, je voudrais juste compléter parce qu'on a eu la chance de faire partie du POC de la preuve de concept avec Bellara, vous avez vu tout à l'heure Bocage et RAM. Donc là, on a mis en place, on a testé ce QR code. Donc vous pouviez avec votre téléphone scanner un QR code en magasin sur le produit. Il y avait l'indication des audits sociaux, hein, la compliance aussi. Chez nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des audits sociaux et environnementaux de nos fournisseurs rang 1 et rang 2. Il faut qu'on aille maintenant plus loin. Mais on avait les audits sociaux, on avait l'innocuité aussi, hein, les produits, les substances chimiques qu'on pouvait avoir sur nos produits. On avait la photo de l'usine, l'adresse de l'usine à l'étranger, les compositions, etc. Et les consommateurs, on a vu, n'allaient pas jusqu'au bout, ne regardaient pas tous les éléments. Ce qu'ils regardaient simplement, c'était le lieu de fabrication. Et là, sur la loi AGEC, hein, donc depuis le 1er janvier 2024, sur certaines de nos marques, donc si vous allez sur les sites marchands Gémeaux et RAM, vous avez sur un onglet caractéristiques environnementales des produits, et là, vous allez chercher l'information sur les lieux de fabrication de certaines étapes de production, et aussi bien sur le produit que sur l'emballage, et là, les clients n'y vont pas. Donc, effectivement, la simplicité, je reviens, il faut faire des choses simples pour que les clients comprennent, et il y aura du temps aussi d'utilisation et d'appropriation par les consommateurs. Et pour compléter aussi, il faut faire des choses simples, mais il faut aussi se rendre compte de la complexité de toutes les informations qu'on veut mettre derrière une couleur ou une lettre. Et finalement, c'est dans l'industrie de la nourriture, par exemple, le Nutri-Score, tu peux avoir un filet de poulet qui sera noté A et une salade avec de la mayo qui sera notée B. Et finalement, où est-ce que tu mets ton score? Enfin, finalement, est-ce que tu valorises plus la provenance? Est-ce que tu valorises plus la nutrition derrière ce que tu manges? Donc, en fait, il faut aussi, je pense que c'est hyper important, ce que Panchita disait, c'était vraiment ça va avec une sensibilisation du consommateur. Sinon, c'est encore du greenwashing et finalement, on peut faire passer tout ce qu'on veut derrière une lettre ou une couleur. Et peut-être dernier point, cette partie passeport produit, c'est pas tant pour le consommateur que ça l'est aussi pour les entreprises. Et l'objectif, c'est vraiment de fluidifier les flux produits, faire en sorte que ça passe de la conception au recyclage. Et le problème, c'est pas forcément juste informer le consommateur, c'est aussi quand on a un produit qu'il faut le recycler et que le consommateur a arraché l'étiquette et que finalement on ne sait plus quelle matière il y a derrière, et ça pose problème et on ne sait plus quoi en faire. Donc en fait, c'est surtout, au-delà de la sensibilisation du consommateur, ça va être aussi un vrai atout pour fluidifier les flux de produits et faire en sorte qu'on crée un vrai écosystème circulaire. Bonjour, je suis Eric Chauvière, le président de Baléa Confection, le nouvel atelier de confection qui s'est ouvert à Sokoa il y a 2 semaines maintenant. En fait, je voulais dire 2 choses et peut-être contribuer à la recherche parce que pour Panchita, je ne sais pas si vous avez étudié la certification GOTS. Parce que, à mon sens, ça me semble le système, en tout cas le process le plus élaboré pour justement savoir de l'origine des produits, la traçabilité, parce que je l'ai exploité moi-même en 2004 pour le groupe Carrefour. Et par le biais de coton, j'étais remonté jusqu'aux graines dans les laboratoires en Turquie. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut répliquer à toutes les filières avec des adaptations évidemment, mais il y a moyen de savoir de quelle matière il s'agit et par quel chemin elle est passée. Oui, c'est intéressant la démarche de label GOTS puisque c'est extrêmement exigeant et qu'à chaque étape, chaque entreprise doit être labellisée et doit vraiment séparer les produits du reste des produits. Donc ça doit vraiment être très très précis. Après, bon voilà, c'est peut-être pas sur toutes les matières en plus, mais bon, et c'est très exigeant, donc toutes les marques ne vont pas forcément vers... C'est un bon cadre pour les contraindre à donner de la transparence, en tout cas pour moi. Oui. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on est le seul pays en France et peut-être la Belgique à ne pas imposer le made in des produits hein, depuis 1986. Donc il faudrait peut-être commencer par
déjà l'imposer à tous les distributeurs et remettre cette obligation? Alors, le pays de fabrication, donc c'est au niveau européen. Ce n'est pas obligatoire au niveau européen. Mais il y a une réforme qui est en cours sur l'affichage, avec un possible affichage électronique, donc peut-être un passeport, on ne sait pas trop. Et probablement, ça va évoluer, puisque on voit déjà que sur l'étude que j'ai faite, 98% des marques sur les étiquettes l'écrivent. Et ensuite, dernier point, l'article 13 de la loi AGEC, donc depuis janvier dernier, pour les plus grandes entreprises, et donc ça va aller ces prochaines années vers des entreprises de plus petite taille, doivent aujourd'hui afficher le pays de confection, donc ce qui est le made in, mais également les pays de tissage, tricotage et de teinture et impression. Donc on va aller dans ce sens-là. On ne peut pas faire l'économie de ne plus écrire dans quel pays ont été fabriqués les produits. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment le minimum. Donc, puisque bon, déjà savoir le pays, après on n'a pas exactement les conditions, mais déjà ça donne une idée aux consommateurs. Yes. Bonjour, Damien de Decathlon. Je voulais revenir en fait sur la notion de marketing applicatif dont vous avez parlé, notamment pour faire le lien avec l'engagement des consommateurs dans l'économie circulaire. Je suis assez convaincu qu'en effet, les compétences qu'ont fait émerger et grandir le modèle volumique d'hier ont été très performantes là-dedans et qu'elles peuvent vraiment nous aider à développer le modèle circulaire et un modèle beaucoup plus vertueux. Et du coup, ma question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez des outils, des publications, des choses qui peuvent accompagner nos services pour aller vers cette transition? Merci pour la question. En fait, aujourd'hui, on a un certain nombre d'observations et d'études qui permettent en effet de voir comment l'organisation de ces compétences a évolué. Donc, on peut tout à fait poursuivre l'échange sur ces sujets-là. Et ça prend différentes appellations aussi, puisqu'en fait, on se rend compte, ce qu'expliquait Isabelle tout à l'heure, c'est finalement une mise en application plutôt spontanée de ce que j'appelle le marketing implicatif, mais quand en effet toute l'entreprise pivote son organisation pour pouvoir travailler ensemble de manière transversale et sortir des modèles, finalement des modèles organisationnels précédents, on entre déjà dans cette typologie d'action. Mais avec plaisir pour poursuivre l'échange. Merci Florence, merci à toutes pour la qualité de vos interventions.